ma sa xol ma téyal la ko lépp la bëgg ma faajal la ko ay su ma sañoon may doon góor bi di leeral sa xol. Yeah. Bonjour chat, Talzo Boss, that's my name. Artiste, musicien, je regarde ETV, la chaîne qui déchire. Pégé. Bonjour à tous et à toutes, c'est avec beaucoup de plaisir que l'équipe de Imatin s'installe pour vous servir. Où que vous soyez, nous vous souhaitons la bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine que j'ai le plaisir de co-présenter avec Larissia Ngakutu. Bonjour, bien habillée, toute belle. Ça va bien? Ça va, merci Irène. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que nos amis téléspectateurs se portent également à merveille parce que c'est le duo féminin qui revient sur le plateau et on sent que ça va être du lourd. Alors, nous sommes au mercredi, alors sentez-vous à l'aise, ne zappez pas, parce que c'est votre émission de tous les jours. Matin, nous sommes là pour vous accompagner dans votre matinée, pour vous permettre de prendre un peu de l'air, pour vous permettre d'apprendre, de vous informer également des situations, des nouvelles d'ici et d'ailleurs, et également les capsules avec un peu de danse pour agrémenter votre début de la journée, Irène. Oui, et surtout qu'ils sont très nombreux chaque jour à nous suivre, à nous envoyer des messages, à nous envoyer des cœurs. Et ça nous fait tellement chaud au cœur une fois de plus. Merci pour votre fidélité. On s'installe ce matin, comme dit Larissia, avec un menu qui est très bien préparé, que vous allez apprécier, je suis très sûre. Et pour les habitués de Matin, ils savent les mercredis, qu'est-ce qui vient. Voilà. Les mercredis, c'est le plat, c'est le plat, on a l'habitude de le dire, c'est la dose adulte. On parlera leadership, vérité de mère, et puis on va recevoir sur le plateau un invité, notre digne fils paysan, qui passera également pour donner quelques orientations. Alors, tout à fait. Et surtout quand on sait que la maman sera là sur le plateau avec ses conseils très utiles pour notre vie quotidienne. Et vraiment, ça fait plaisir. Donc, apprêtez déjà vos bics, vos calepins pour prendre note, comme le fait souvent Larissia sur ce plateau. Et n'hésite pas à prendre note pour ne rien oublier. Voilà. Et pour permettre à ce que chacun puisse s'installer confortablement, nous allons prendre K2 d'Angbinei. Pour permettre à chacun de s'installer, prendre place qu'il faut. Aima yom gane fakir firede Gani rit lakin ma iruduni Aima yom ashta dor takul jidat Dao jidat ana vazin dol kamaltum Te dor wachir lakin ana ganu gogia Kalfi fotur himata dar takul lubia Kajible guru siazore de haga terrifa Bine jamena Gati resim krema Nasi bari jalti Gati resim zena Ana ganu wakhir fi dembe Kursi 50 gandeli fi gonja Lene jile kifre Lakini ubebe wataki wena Komando no Me ainga to gusto Mama msata ibu Komando no Me ainga to gusto Mama msata ibu Ndokuma musobe beshilini Matna ngalbai beshilini
bebe shilini Madna galbai me shilini Dokuma moso bebe shilini Madna galbai me shilini Dokuma moso bebe shilini Madna galbai me shilini Gorus kam gaine fo urun boru du foga Kam zakhamani wodu kifi Ameriki daoki Tudori moto ni biya leki wotir Tudori pizza ni biya leki hotel Hasa shei mafi alla leki mat barjili Tudori gurus lakin alla leki sabiti Tudori gurus lakin alla leki sabiti Gadin fi dunya lakin gat fati shi janna Ay mo yon fi sama gata aji si zata Gadin fi dunya lakin gat fati shi janna Ay mo yon fi sama gata aji si zata O mandu kumandu no Me a aing wat go gustu Mamam sataibu Mamam sataibu O mandu kumandu no Me a aing wat go gustu Mamam sataibu Mamam sataibu Ndokuma moso bebe shilini Matna ngalbai me shilini 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 On va doucement ticket ticket On va doucement bichette On va doucement ticket ticket On va doucement bichette On va doucement ticket ticket On va doucement bichette On va doucement ticket ticket On va doucement bichette On va doucement, djeke, on va doucement, bichesse. En amour, il faut aller tout doucement, il ne faut pas être pressé. Ah oui. Dans le choix, dans beaucoup de choses. Il ne faut pas forcer surtout, Oui. il faut aller doucement, il faut aller bichesse comme il l'a dit. Hein. Et à un moment, vous allez arriver, tu ne peux pas venir aujourd'hui trouver quelqu'un, tu dis je t'aime, demain tu dis mais tu te présentes quand aux parents, après on se marie quand, on aura les enfants quand. Non, c'est doucement, ça se construit. Oui. Ça ne se force pas. Et quand on dit construction, hein, même l'oiseau qui fait son nid, il prend du temps, il part, il cherche une brèche, il vient, avant de finir. Il repart encore, tout doucement. Voilà. Tout doucement. Voilà. Donc, c'est comme une maison que tu veux construire. Tu fais d'abord la fondation, après tu commences à monter, et après, et puis voilà. Et ça donne. Ouais. Voilà. On va à présent parler bien-être. On va s'intéresser un peu aux femmes enceintes. Ouais. Voilà. La grossesse non suivie. Le fistule vésico-vaginal ou fistule vésico-rectal, c'est dû aussi au grossesse non suivi. Les cas peuvent arriver aussi dans des hôpitaux, mais c'est des cas rares. Beaucoup de personnes disent que l'hôpital, ça demande beaucoup de l'argent. Alors qu'on ne peut pas prendre de l'argent pour acheter une vie avec. On ne peut pas acheter une vie avec. Quand tu ne viens pas à la consultation prénatale et quand c'est l'accouchement d'abord, tu te présentes à l'hôpital et avec toutes les complications demandent aussi des moyens. C'est un gros moyen que tu vas injecter. Ce que j'ai dit, la prévention, par exemple, le fer, on le donne gratuitement. Le traitement contre la prévention du palu, on le fait gratuitement. La vaccination aussi, on le fait gratuitement. Toutes ces choses-là, quand tu ne le fais pas, la femme va accoucher. Peut-être qu'on te demandera de payer le sérum antitétanique. Elle est payante, alors que la vaccination est gratuite. Et peut-être que cette femme, c'est en faisant la consultation, on sait qu'entre toi, l'homme, et elle, là, il y a une incompatibilité résus. Cette incompatibilité résus-là, peut-être, fera de sorte que si l'accouchement n'est pas avorté,
l'autre là n'est pas avorté et qu'elle accouche normalement, même, les enfants vont développer une incompatibilité. Les enfants peuvent mourir. Ou alors on fait des accouchements mort-nés. C'est un manque à gagner. Or, si on le sait, toi l'homme, tu viens, on connaît ton groupe sanguin, on connaît pour la femme, on peut déjà corriger, dire que vous les deux là, vous avez une incompatibilité. Votre groupe ne peut pas aller ensemble, alors à l'autre, avant l'accouchement déjà, parce qu'avant c'était après l'accouchement. Maintenant, c'est déjà mis en place à 28e semaine, déjà on peut commencer à donner les anti-D pour corriger, pour que votre enfant, vous ne le perdez pas. J'insiste sur la consultation prénatale. C'est ça seulement qui va réduire la mortalité et la morbidité. Je vais vous dire qu'à partir de 2018 jusqu'à 2021, notre pays est à 860 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui où nous sommes, en 2023, le Tchad est passé de 860 pour 100 000 naissances, là, 860 décès maternels, est passé à 1063 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Je pense que le pays, à travers le ministère de la Santé publique, doivent se mettre debout. Sinon vraiment nos indicateurs sont trop tirés vers le bas et franchement, ça ne fait pas vraiment la joie et ça ne fait pas vraiment le renommée de notre pays. Quand le décès maternel passe de 860 à 1063 pour 100 000 naissances vivantes, vous voyez, c'est quand même écœurant. Beaucoup reste encore à faire. Il faut que la consultation prénatale là soit vraiment dans des centres reculés même. Il faut instaurer l'autre là. La consultation prénatale, avoir le personnel qualifié. C'est là aussi. Le personnel qualifié pour pouvoir éradiquer ce problème-là et puis amoindrir le risque. Si on n'a pas un personnel qualifié, on va toujours faire augmenter le taux de la mortalité maternelle. L'État a sa responsabilité là, le personnel aussi a la responsabilité et la communauté aussi a la part de responsabilité parce que l'État, à travers le ministère de la Santé publique, doit injecter des moyens. Parce que la sage-femme, sans compétence, ou soit la compétence sans moyens, on a dit dans notre hymne que ça rime à rien. La sage-femme sans moyens, elle peut être compétente, mais elle n'a pas les moyens pour pouvoir sauver la vie de la femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il faut que l'État dispose des moyens pour les premiers soins de la femme. Et moi, je voudrais dire aussi que l'État doit s'investir dans la consultation prénatale en subventionnant surtout les bilans prénatals des femmes. C'est ce bilan prénatal-là, comme ça prend un coup, la famille, quand elles arrivent, la sage-femme demande les bilans prénatals, la famille s'en va dire qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Laricia, nous avons dépassé l'heure d'Actu Matin d'une minute, pas trop de commentaires. On va directement prendre les actualités d'ici et d'ailleurs avant de revenir sur ce plateau. Ouais. Parti politique de l'opposition qui a plus de députés à l'Assemblée nationale, il peut donc jouer le rôle de chef de file de l'opposition. Mais j'apprécie avec beaucoup de réserve dans la mesure où, conformément à l'ordonnance 40, il était question donc des partis politiques de l'opposition connus. Cette fois-ci, nous avons un problème
C'est-à-dire que le parti RND Tout le Réveil de Payemi Patagé Albert est en transition de la majorité vers l'opposition. Et nous reconnaissons très humblement qu'il dispose donc de la majorité des députés à l'Assemblée nationale, mais il y a une étape à respecter, il faut qu'il se déclare d'abord de l'opposition. La définition de l'opposition, c'est qu'on ne participe pas au gouvernement et on ne soutient pas son programme d'action. À l'heure actuelle, est-ce que le RND peut nous démontrer valablement qu'il est entré déjà dans l'opposition? Nous, on ne contrôle pas tout ça, mais l'exigence de la loi, c'est qu'il doit faire une déclaration adressée au délégué général de la ville d'Injamena pour dire que désormais, le RNDT, le Réveil, siège au rang de l'opposition. C'est ce que nous attendons de lui. Rien d'autre que ça. Mais aujourd'hui, il y a une confusion qui règne. Aujourd'hui, l'opposition a véritablement des revendications à faire. Et si le RNDT, le Réveil va toujours s'accommoder comme par avant avec le MPS, est-ce que c'est avec cette attitude qu'il va représenter l'opposition? Vous trouvez vrai? Donc je crois que nous cherchons une certaine clarification pour que les rangs de l'opposition désormais soient très clairs et que s'il prend le leadership, effectivement, qu'il soit capable d'être en mesure de porter la voix de l'ensemble de l'opposition dans tous les desiderata qu'ils auront à exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la loi. Moi, par exemple, si je vous dis ça, j'appelle Payemi Patagé Albert et le RND Tout le Réveil à se conformer à la loi. On ne peut pas débarquer comme ça et vouloir diriger les gens parce qu'on a beaucoup de députés. C'est plus simple que ça. Mais dans les législatures, parce qu'il avait aussi beaucoup de députés, non? Pourquoi n'était-il pas chef de l'opposition? C'est un peu simple que ça. Donc quand il y a une situation qui change, il faut que quand nous avons une loi, il faut qu'on applique les lois de notre pays. Il faut que les citoyens aient une certaine clarté dans leur tête en appréciant les jeux politiques. Mais là, on sème de la confusion, on entre par-ci, on ressort par là et on ne comprend pas trop bien à quel jeu nous jouons. Parce que l'opposition, dans son âme et conscience, ne participe pas à la gestion de l'État. هذه الحملة التي تندرج ضمن تنفيذ وعد انتخابي قطعه العمدة الجديد سنوسي حسن عبد الله خلال حملته للانتخابات البلدية الماضية تهدف إلى وجه جديد على العاصمة التي امتلأتها الفوضى البيئية وتراكم الأوساخ فيها، فمشهد المزاريب المسدودة والنفايات المنتشرة في الأحياء لم يعد يحتمل، وكان لا بد من تحرك جاء يعكس إرادة سياسية واضحة لتغيير الواقع القديم. عمدة بلدية أنجمينا يضع اليوم أفعاله في موقع أقواله وينفذ المشاريع التي قام بها، فهو محام وإداري خريج المدرسة الوطنية للإدارة ويعرف بانضباطه وصرامته، ومنذ توليه منصب عمدة البلدية نفذ المشروع الذي رسمه في إعادة منظر مدينة أنجمينا وتقديم نموذج إداري في وقت تعاني فيه بعض البلديات من سوء التسيير وغياب الشفافية لديهم. وفي خطوة لافتة اكتشفه عمدة البلدية عن وجود مبلغ 50 مليار فرنك في خزائن البلدية المركزية، مؤكدا صرامته وانضباطه على قطع الطريق أمام الذين اعتادوا التلاعب بالمال العام للدولة. فقد انتهى زمن التساهل عليهم وحانت لحظة المحاسبة. سنوسي حسن عبد الله الذي شبهه البعض بالعمدة الراحل محمد جرم خاطر أحد أبرز وجوه بلدية فورت لامي سابقا، حيث يحظى بشعبية متزايدة بين السكان وخصوصا في الدائرة السابعة التي كانت في كل موسم أمطار وفيضانات ويترك سكانها لمصيرهم. لكن المهمة ليست سهلة هذه المرة، فالتجارب السابقة أظهرت أن النوايا وحدها لا تكفي، فالمشهد السياسي والإداري في أنجمينا مؤقت بشكل كبير، ومن المؤكد أن تغيير هذا الأمر سيصعب لتعطيل جهوده كما حدث مع العمدة السابق علي هارون. ولذلك فإن العمدة الجديد لبلدية أنجمينا بحاجة إلى دعم حقيقي من معاونيه ومن سكان مدينة أنجمينا على حد سواء لتثبيت قواعد الحكومة حتى تعود أنجمينا عاصمة نظيفة. سنوسي حسن عبد الله اليوم يبدو مستعدا لمعركة طويلة، فهل تكون المزاريب نظيفة لتخطي فترة موسم الخريف لهذا العام؟ Cette cérémonie de lancement officiel phase 2 du projet d'appui au Parlement et au processus électoral vise à promouvoir la gouvernance démocratique au Tchad et à soutenir les acteurs qui œuvrent en faveur de l'extension du domaine des libertés et leur application réelle. Après une première phase jugée décisive, bien qu'il soit démarré avec les retards dus à l'instabilité institutionnelle, financé par l'Union européenne via le Centre européen d'appui électoral SS à environ 8,3 soit 5 milliards
milliards de francs CFA. Selon le vice-président du SSC, la première phase est consacrée exclusivement à la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme au Tchad. Cette deuxième phase, qui entend accompagner pendant 24 mois l'ensemble des institutions et organisations sont au cœur de la vie démocratique tchadienne, marque un tournant encore plus important. Mais la deuxième phase du projet d'appui au Parlement et aux processus électoraux que nous lançons aujourd'hui marque un tournant encore plus important. Cette deuxième phase entend accompagner pendant au moins 24 mois l'ensemble des institutions et organisations qui sont au cœur de la vie démocratique tchadienne. Il s'agit notamment du Conseil constitutionnel, du Parlement, la Cour suprême, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, l'Agence nationale de gestion des élections, la Commission nationale des droits de l'homme, les autorités traditionnelles et religieuses et, naturellement, les organisations de la société civile. L'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad a réaffirmé l'engagement de son institution et sa disponibilité aux côtés du Tchad pour renforcer les institutions, promouvoir une gouvernance plus inclusive, crédible et pacifique. À travers le projet de papier, nous contribuons au renforcement des capacités des acteurs institutionnels et non étatiques, dans le respect de la souveraineté du Tchad et dans un esprit de coopération constructive. Au-delà de ces projets, l'Union européenne poursuit son engagement dans divers secteurs à travers l'initiative Global Gateway, avec un portefeuille de projets représentant plus que 800 milliards de francs CFA, touchant notamment les infrastructures, l'énergie, la connectivité et l'autonomisation économique des femmes. Le secrétaire général d'État Ali Diada Kampar, représentant le ministre des Affaires des Finances, du Budget, de l'Économie, Plan et de la Coopération internationale, a saisi l'occasion pour remercier les partenaires pour cette collaboration sans faille, mais plutôt bénéfique pour son pays, avant de lancer officiellement cette deuxième phase du projet. Je ne saurais clore mon propos sans réitérer mes remerciements à l'Union européenne pour son engagement constant auprès de la République du Tchad dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies. Je déclare officiellement lancée la deuxième phase du projet d'appui au Parlement et aux processus électoraux au Tchad. Le pape, qui s'appuie sur une stratégie inclusive, intégrant société civile, autorités traditionnelles et institutionnelles publiques, ambitionne de renforcer la gouvernance démocratique à long terme. La deuxième phase, qui débutera en ce jour 12 mai, élargit son soutien à des organes clés comme le Conseil constitutionnel, le Parlement, la Cour suprême ou encore l'Agence nationale de gestion des élections, la CNDH, mais aussi à la presse tchadienne dans sa mission. Ceux-ci sont des bénéficiaires directs de ce soutien. En jetant les bases d'une gouvernance participative et durable, le pape s'impose comme un levier central pour la consolidation de l'État de droit au Tchad. يعد الناتج المحلي الإجمالي أداة أساسية لفهم وتحليل النشاط الاقتصادي لأي بلد ويوفر معلومات حيوية لصناع السياسات والشركات والمستثمرين، حيث تستخدم الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي لتطوير سياسات الضرائب والإنفاق. كما يرى الخبير جيليبي جود أن الناتج المحلي الإجمالي يعد بمثابة مقياس أساسي لتقييم حجم الاقتصاد وصحته، حيث أن فهم الناتج المحلي الإجمالي ليس كافيا، فإن هناك آلية كاملة لحساب هذا الأخير من أجل تحديد موقع أفضل وقياس الصحة الاقتصادية للبلاد، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي هو مصطلح اقتصادي بسيط للغاية عند استخدامه، ولكنه معقد للغاية في الممارسة العلمية. أما العودة إلى أهمية الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لبلد معين مثل تشاد ودور الحكومة في مساعدة السكان على الاهتمام بالصحة الاقتصادية للبلاد، فسيكون موضوع آخر لفهم الخطوط العريضة للموضوع بشكل أفضل. Découvert
par les plus hautes autorités du pays, Abdelmanan Katab a été choisi pour la destinée de la province du Mayo-Kébé-Ouest avec une grande confiance placée en sa modeste personne. Lors de son installation, il a souligné que le Mayo-Kébé-Ouest, avec ses nombreuses potentialités, mérite d'être valorisé. De son entrée en fonction, le délégué général du gouvernement s'est engagé à œuvrer pour le bien-être de sa province. Les actions de remerciement ont été nombreuses, notamment avec les libérations des otages, témoignant de l'impact positif de son intervention. Face à des situations menaçant le vivre ensemble dans sa circonscription administrative, Abdelmanan Katab agit rapidement et efficacement. Son humanisme se manifeste à travers ses actes et des paroles de soutien telles que « Je suis de cœur avec vous ». Cependant, la maîtrise de la frontière Tchad-Cameroun, qui demeure un foyer de criminalité, représente un défi majeur. Et ensemble, main dans la main, nous avons relevé le défi d'enlèvement d'abord, le phénomène des enlèvements des personnes contre rançon, qui non seulement endeuillé des familles, mais qui a quand même reculé le développement dans cette province. Et je puisse vous affirmer haut et fort que des efforts louables ont été déployés sur le terrain pour venir au bout de ces dangers. Conscient de la vie sociale de sa province, Abdelmanan Katab rassure ses concitoyens de son soutien. Les jeunes de Mayo-Kébé, ce sont des personnes très simples qui respectent l'autorité de l'État. Je dis, gardez votre mal en patience, il y aura quand même des travail pour eux parce que nous avons démarré déjà Coton-Tchad, nous démarrerons aussi la société de ciment, il y aura d'autres choses aussi. Et je les conseille aussi de se baser dans l'entrepreneuriat, qui est quelque chose de positif pour la jeunesse. Il y a un autre aspect qui revient, où il y avait des conflits agriculteurs-éleveurs. Je les ai déjà rencontrés, je dis, mais vous allez cette année, peut-être avec la saison pluvieuse, vous allez commencer à travailler vos travaux champêtres, mais ça serait quand même dans les règles de l'art et dans la conformité. Sous la direction d'Abdelmanan Katab, la province du Mayo-Kébé-Ouest se trouve à un tournant prometteur avec des actions concrètes et un engagement sans faille pour le bien de ses concitoyens. L'économie tchadienne est confrontée à des défis structurels majeurs, notamment la pauvreté, la dépendance au secteur primaire et la vulnérabilité aux chocs extérieurs, aggravés par le changement climatique. Dans ce contexte, le PIB joue un rôle essentiel. Au-delà de sa dimension technique, il guide les politiques publiques et permet de mesurer les avancées vers le développement économique du pays. Le produit intérieur brut évalue la performance économique et oriente les décisions stratégiques du gouvernement. Pour qu'il soit un outil accessible à tous, les institutions doivent garantir une communication claire et pédagogique, permettant aux citoyens de comprendre les dynamiques économiques du pays. Normalement, nous sommes appelés à voir le bulletin trimestriel de toutes nos informations économiques, de nos recettes, de dépenses, ce que nous avons eu, ce que nous avons dépensé. Et si c'est rendu public le jour, l'INSED qui est ici, qui est un institut des sciences économiques et démographiques, qui est chargé de recenser toutes les statistiques économiques et toutes les statistiques démographiques. C'est lui qui est chargé de nous donner le PIB réel par habitant et le PIB nominal du pays. Une gestion rigoureuse des ressources nationales, adossée à une gouvernance responsable, constitue le socle de l'émergence économique. Dans ce cadre, informer la population, la sensibiliser et instaurer un dialogue sincère sur la réalité économique contribue à restaurer la confiance, particulièrement en période de crise, et à dissiper les suspicions relatives à une éventuelle mauvaise gestion du bien public. Le comité, après avoir accepté la mission, va constater le 4 mars que le compte bancaire de la Maison des médias du Tchad est au rouge. Le comité ne se décourage pas pour autant, mais sait aussi que la gestion d'une maison comprend la prise en charge du personnel, du matériel, etc.
Une recherche de financement s'avère donc nécessaire. Après réflexion, le comité a conçu un module de formation des journalistes de l'ensemble du pays à raison de 2 journalistes par région pour s'approprier les 12 chantiers du chef de l'État en retenant Bangor comme centre de formation. C'est ainsi que le comité a établi un budget pour les 2 activités, l'Assemblée générale et la formation, à 24 850 875 francs CFA. Sur 10 institutions publiques contactées, 2 ont répondu. Sur 10 personnalités natives du Mayukébi-Est, 1 personne a répondu. Si l'on ajoute les cotisations des organisations membres de la Maison des médias, on obtient 7% du total du budget. Il nous reste 2 semaines. Si rien n'arrive d'ici là, nous serons dans l'obligation d'organiser seulement l'Assemblée générale à N'Djamena. تم افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان مندنغ للفنون والثقافة في دورته الثالثة، وذلك في 12 من مايو 2025 في مدينة ليري في ولاية مايو كيبي الغربية. وقد شهد هذا المهرجان مشاركة حشد كبير من نيجيريا والكاميرون وتشاد، حيث يهدف هذا المهرجان إلى وحدة وتضامن شعب المندنغ في مواجهة تحديات التنمية هو موضوع هذه النسخة. هذا وتجري احتفاليات المهرجان في 3 دول لمدة 3 أيام في ليري بفن وثقافة شعب المندنغ. هؤلاء هم مجتمع المندنغ الذين جاءوا من نيجيريا والكاميرون وتشاد. إنه لقاء حقيقي للمشاركة والاختلاط وتعزيز هوية المندنغ بروح الوحدة والتضامن والتنمية. إن شعوب هذه البلدان الثلاث التي تتقاسم نفس الثقافة والقيم سوف تقضي 3 أيام في دراسة جميع المشاكل التي تعيق تنمية هذا المجتمع، وسوف تضع الوحدة والتضامن فوق كل شيء من أجل تنمية هذا المجتمع. تستضيف مدينة ليري هذه النسخة الثالثة بعد النسختين الأولى والثانية اللتين أقيمتا على التوالي في توركو وكابلي في الكاميرون. Voilà, de retour sur le plateau, il matin se poursuit. Laricia, nous avons beaucoup de messages de nos internautes. Ouais, il y a assez de messages que Nous avons Félix dans Lara qui dit bonjour les 30 depuis Yaoundé, merci. Il dit on vous aime bien. Nous avons Adelphe Ngakoutou, notre fidèle internaute. Salam, salam, vous êtes bien habillée, très élégante, votre tenue. Merci Adolphe. Mais nous dit Mélisse Mélène, beaucoup de cœur pour nous ce matin. Merci Mélène. Merci beaucoup. Dina Love, ma team, le duo féminin. Alors, bonne émission à vous. Elle revient. Joyeux anniversaire à ma petite sœur Nekaro Paoutou. Victoire. En tout cas, joyeux anniversaire à elle et on va se partager le gâteau. Oui, on compte sur la grande sœur pour un bon et gros gâteau que nous allons partager peut-être juste après l'émission. Irène, ce temps nous a permis de recevoir sur le plateau le digne fils paysan. Bonjour et bienvenue. Bonjour mesdames, Laricia et Irène. Monsieur le paysan, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs aussi. Comment se portent les paysans à l'approche des pluies? D'ailleurs, il pleut même déjà vers le En sud, ce moment, je pense que c'est là où la pression, le stress est plus grand. Parce que c'est la phase d'intensification des activités du démarrage de la campagne, avec les premières pluies qui sont arrivées dans la zone soudanienne et dans les autres parties du pays. Et donc, de ce démarrage de la saison dépend aussi l'issue. Parce que si c'est très mal amorcé, je pense que les résultats pourraient être compromettants. Donc, c'est en ce moment où on se concentre beaucoup plus pour travailler. D'accord. Et dans votre concentration aujourd'hui, nous allons parler de la classification de l'échelle de la faim. Yes. Oui, merci. Merci déjà de planter le décor. Mais je trouve qu'il faudrait parler des structures déjà qui font ces analyses. Parce qu'en fait, généralement, de manière profane, on se lève du jour au matin, on dit qu'il y a la famine quelque part. La famine, c'est bien beau de le prononcer, mais elle n'est jamais à l'ami des personnes. Donc en fait, au niveau international, il y a ce qu'on appelle l'IPC, le cadre intégré de classification,
qui permet de pouvoir faire des analyses assez profondes. Et c'est à la base de sur la base de ces résultats qu'on arrive à classer une zone suivant un certain stade en termes de phase. Ça peut être la phase de stress, ça peut être, nous reviendrons dessus, mais la famine, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire ça. De bout en bout, nous avons partagé un peu quelques éléments qui ne sont pas exhaustifs sur la question des éléments en termes d'indicateurs à collecter, en termes de données, avant de pouvoir arriver à la première étape qui est, après la phase de collecte de données, de faire ce qu'on appelle les analyses. Et de ces analyses, on en déduit les résultats qui permettent de classer une zone en termes de phasage pour une telle phase de l'insécurité alimentaire. Donc au niveau de la zone SILS, c'est-à-dire que le Tchad fait partie du SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Donc le Tchad fait partie de ce regroupement d'États qui sont dans la bande sahélo-saharienne. Et c'est dans ce regroupement-là que le Tchad fait ses analyses, qu'on appelle l'analyse cadre harmonisé. Cadre harmonisé, c'est un outil fédérateur qui est consensuel sur la base des évidences à partir desquelles on fait des analyses et on arrive à déclarer qu'une zone est en famine ou est en crise ou bien en urgence. Donc vous voyez que toute la démarche est assez grande et elle est complexe. Donc malheureusement au Tchad, pourvu qu'il y ait 1-2 personnes qui ne mangent pas dans une localité, on dit qu'il y a la famine. Pourvu qu'on trouve qu'il y a une baisse de la production, on dit qu'il y a la famine. Pourvu que quelque part les prix montent sur les marchés, on dit qu'il y a la famine. Mais rappelons les 4 indicateurs de résultats. On en a les 4 résultats, les résultats primaires et les résultats secondaires. Nous avions parlé au niveau des ménages de la consommation alimentaire et de l'évolution des moyens d'existence qui sont les résultats primaires. Et en termes au niveau de la zone, maintenant on parle de l'état nutritionnel et de la mortalité. Donc ce sont ces 4 résultats qui permettent de pouvoir conclure. En plus de cela, il faut encore les facteurs contributifs qui, on avait rappelé la dernière fois, peuvent impacter négativement, positivement, de manière forte ou moyenne ou légère, les résultats de la sécurité alimentaire. Donc, vous voyez que c'est tout un assemblage, tout un package de données qu'il faudra analyser. Donc, je conseillerais dorénavant à ce que nous puissions donner la primauté à ceux qui sont en charge de faire ces analyses, ou bien de nous approcher d'eux pour avoir les éléments d'information avant de pouvoir dire qu'une zone est en famine ou pas. Je crois comprendre que les dernières analyses qui se sont passées au mois de mars, ce qu'on appelle la fiche de communication qui doit présenter les résultats est en cours. Nous pourrions peut-être accéder à ça pour présenter ici avec vous, pour les téléspectateurs, pour qu'ils comprennent quelles sont les zones qui sont à tel stade de l'insécurité alimentaire. Et donc, nous avons un rappel, au-delà des 4 résultats, les 2 primaires qui sont la consommation alimentaire et les moyens d'existence, les deux secondaires qu'on appelle l'état nutritionnel et la mortalité, nous avons les facteurs contributifs. Donc vous avez vu que ça fait assez d'éléments, mais maintenant, la somme de tout en termes d'analyse doit conduire à un résultat. Un résultat, est-ce que cette zone est en phase 1, 2, 3, 4 ou 5 ? Donc il y a 5 phases. Il y a 5 phases. Et la 5e phase, nul autre n'a le droit de la déclarer que les autorités du pays. J'entends par là le président de la République seul. Ou bien toute la personne à qui le mandat lui a été accordé par délégation de pouvoir. Parce que dire qu'un pays ou bien une zone en situation de famine, c'est très grave. Parce que là, on est en train de parler des cas de mort en nombre dans la zone. Donc, la phase 1, c'est la phase d'insécurité alimentaire minimale. C'est dans celle-là qu'on suppose que... Comment ça se manifeste? Comment ça se caractérise? L'insécurité alimentaire minimale, c'est la somme de tous ces éléments réunis, la consommation alimentaire. On avait, jusqu'à la dernière fois, je pense qu'on avait effectivement appesanti, nous sommes appesantis sur la chose pour dire que la consommation alimentaire, l'échelle de la faim, le score de diversité alimentaire, tout ça sont les indicateurs du résultat de consommation alimentaire. Ouais. Et donc, il y a un sillage qu'il faut comprendre dans ça. Et ce sillage-là, tant qu'on ne l'a pas en main, on ne peut pas le dire. Et on ne peut pas prendre seul le résultat de consommation alimentaire pour dire qu'il y a une crise. Il y a aussi la question, par exemple, des moyens d'existence. Les moyens d'existence, quand on fait l'analyse, par exemple, avec l'outil d'analyse de l'économie des ménages qu'on appelle le HA, on arrive à dire est-ce qu'il y a un déficit de survie ou un déficit de protection des moyens d'existence. Vous voyez un peu les 2 éléments qui sont entre. Donc, nous avons dit la dernière fois, en termes de moyens d'existence, on avait dit qu'il y avait les 5 actifs. On a parlé le capital humain, le capital naturel, le capital physique, le capital économique, le capital social. Donc, tous ces éléments-là doivent être mis ensemble pour pouvoir être analysés. Ce qui veut dire que faire l'analyse de la sécurité...
C'est pourquoi il n'est pas... généralement, au Tchad, c'est... Comme dans les autres pays du CIS, on le fait en une semaine, généralement. Bon, mais au départ, il y a d'abord la collecte des données qui prend entre 2-3 semaines, où les gens parcourent tout le pays pour collecter ces données avant de pouvoir les assembler, les traiter. Et c'est après avoir traité ces données-là qu'on arrive aux analyses, et c'est après les analyses qu'on peut arriver... La première analyse s'est faite au niveau pays, la deuxième analyse s'est faite au niveau sur-régional, dans un des pays du CILS qui est retenu. Et donc, tous les pays viennent là-bas pour pouvoir en parler. Donc, je pense qu'au niveau du Tchad, nous avons le dispositif d'alerte précoce qu'on appelle le CISAP, qui est la structure de l'État au niveau du ministère de l'Agriculture, qui est transversale, où tous les acteurs se mettent ensemble pour faire l'analyse sous l'égide du CISAP. Donc, il y a les acteurs au niveau des agences des Nations Unies, il y a les ONG nationales, les ONG internationales, les services techniques de l'État, il y a le ministère de la Direction des statistiques agricoles, le ministère de l'élevage. Tous ces acteurs-là sont ensemble. C'est pourquoi je le disais toujours que personne ne peut se mettre dans un coin quelque part pour dire que telle zone est en une phase de l'insécurité alimentaire. Tant qu'on n'a pas tous les éléments. Et les éléments qui sont exigés sont les données, les évidences. Donc, tant qu'on n'a pas les évidences, on ne peut pas déclarer qu'une zone est en situation de famine à la phase 2, 3 ou 4. Et on dit que c'est une analyse consensuelle. L'analyse qu'on fait, est-ce que c'est absolument pour tout le pays? C'est pour tout le pays. C'est pour tout le pays. Pour le cadre harmonisé, c'est pour tout le pays. Il peut arriver que d'une situation peut-être préoccupante dans une zone donnée, et donc de manière ponctuelle et spéciale, on peut faire une analyse centrée sur cette zone-là. Mais toujours est-il que les deux cycles d'analyse qu'on appelle le cadre harmonisé, les cycles commencent en novembre, au sortir des récoltes, et en mars également. Donc il y a ce qu'on appelle la situation courante et la situation projetée. Et donc tous ces éléments que nous avons parcourus permettent de pouvoir faire une analyse et de pouvoir arriver à une conclusion pour dire que non, dans telle zone, on a fait l'unité d'analyse, ce sont les ménages, mais la répartition au niveau des départements. Donc nous avons pratiquement une soixantaine de départements au Tchad, c'est sur ça que s'est fait l'analyse. Donc c'est au vu des résultats de cette analyse qu'on peut déclarer que tel département est en phase 2, qui est la phase stress, tel département est en phase 3, qui est la phase crise, tel département est en phase 4. Et là, c'est préoccupant. Déjà, quand on arrive à la phase 3 et 4, ça devient un peu préoccupant. La phase 3, déjà, c'est que la situation pourrait basculer très rapidement vers la phase 4. Donc, il y a un déploiement des acteurs pour pouvoir essayer de prévenir, ou bien de pouvoir atténuer les impacts de sorte qu'on puisse basculer dans la phase 4. Et là, pour qu'il y ait la déclaration, on fait la compile des différents départements avant de venir... Tous les départements sont analysés. Oui, on fait l'analyse de tous les départements pour venir dire que est-ce que le pays est en phase 2 ou bien en phase 3 ou bien on s'appuie juste sur un département. Non, l'analyse cadre harmonisé couvre tout le pays. Toutes les 23 provinces sont concernées. Et donc tous les départements, parce que c'est centré au niveau des départements, donc tous les départements du Tchad sont analysés avec les données. Et donc, ne soyez pas surpris parce que quand, à partir d'octobre, les équipes parcourent tout le Tchad, depuis les frontières centrafricaines jusqu'aux frontières libyennes, en passant par la zone de l'Est, la zone de l'Ouest, et on arrive à avoir on couvre toutes ces données à la vente. Donc, vous voyez que ça demande beaucoup de ressources. Mais beaucoup de ressources, oui. Vu ce que vous dites, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui est demandé, comme vous le dites, et également beaucoup de travail à faire. Est-ce que le temps, les 2 semaines suffisent vraiment d'avoir les informations, bien des données nettes pour pouvoir sortir le pays, ou bien sortir le département de la situation? Merci pour la question. Ça lève un peu le pan sur une préoccupation profonde qui est déterminante, c'est que manque de ressources, surtout financières, les équipes ont vraiment des problèmes durant ces dernières années à couvrir les pays. Donc, parce que c'est environ 3 semaines de collecte. Les équipes sont envoyées dans les départements. On choisit des échantillons de villages dans ces départements. On va dans les ménages pour collecter les informations. Ça, c'est au niveau 1. Au niveau 2, on tombe avec les services techniques étatiques. On a par exemple les données sur les prix, le bilan fourragé qui relève un peu l'état de la biomasse pour le bétail. On revient sur la question par exemple des flux entre les différentes localités, les niveaux de stock des zones locales, en fait, en termes de produits alimentaires. On revient sur un peu l'état sanitaire du bétail. Est-ce qu'il y a eu des épidémies par rapport à la question de la nutrition? Est-ce qu'il y a eu des cas de mortalité? Et donc, la mortalité, maintenant, c'est la nutrition, c'est beaucoup plus le ministère de la Santé publique qui pourvoit les données avec la DANA, la Direction de l'alimentation et de la nutrition. Donc, vous voyez que tous ces acteurs-là sont mis ensemble. Maintenant, quand on collecte toutes ces données,
on se met ensemble, c'est pas moins de 10-15 personnes, généralement c'est entre une soixantaine, presque 100 personnes qui font l'analyse et qui sont représentatifs de toute la diversité. Donc, il y a les services techniques étatiques, il y a les ONG locales, les ONG internationales, les agences des Nations Unies comme le PAM, la FAO, tout le monde se met ensemble pour faire cette analyse. Et donc, c'est un outil consensuel. Et donc, le produit qui sort, c'est un produit qui représente le pays. La première analyse au niveau pays, elle doit être validée au niveau sous-régional, avec tous les acteurs pour le niveau pays. C'est ensemble qu'on revient avec l'information pour dire que voilà, la fiche de communication qui présente l'état de la situation de la sécurité alimentaire dans tout le pays, et là, on le met à disposition publique. Le grand problème aussi, c'est que généralement, les canaux de diffusion ne sont pas tellement vulgarisés, donc le Tchadien lambda ne comprend pas qu'il y a cet outil-là. Et c'est ce qui fait que généralement, on dit, mais pourquoi les gens envoient l'assistance dans telle localité, mais n'envoient pas. Mais c'est en fonction de la sévérité de l'insécurité alimentaire dans la zone qu'on envoie. Ceux qui sont en phase 2, on fait ce qu'on appelle les actions de protection des moyens d'essence. Ceux qui sont en phase 3, c'est la phase crise, et comme son nom l'entend, c'est critique. Parce que de la phase 4, on tombe à la phase 3, on tombe à la phase 4. Et la phase 4, c'est la phase urgence, où des vies sont menacées à un certain niveau. Et donc, de la phase 4 à la phase 5, ça peut basculer à tout le monde. Donc, s'il n'y a pas d'action, ça peut s'envenimer. Voilà pourquoi vous voyez que tous ces acteurs parcourent les villages, les zones reculées pour pouvoir apporter l'assistance au pays. Donc, généralement, il n'y a que seul l'État qui peut diffuser. Parce que c'est une question de gouvernance nationale, c'est une question stratégique en termes de politique nationale du gouvernement. Donc, un individu ne peut pas se mettre dire qu'il y a une crise ou bien il y a la phase d'urgence. Il n'y a que l'État qui peut donner ça. Et l'État le fait toujours sur la base des analyses techniques qui lui sont pourvues en termes de résultats. Et ce sont ces résultats-là qui sont exposés et généralement mis à la disposition publique. Mais quand généralement on le fait, parfois on voit qu'il y a eu des années où l'État a lancé l'appel à l'aide pour qu'on puisse assister, parce que peut-être les capacités nationales ne permettent pas de faire la réponse. Donc, s'il n'y a pas de réponse, ça peut basculer. Maintenant, les facteurs de détérioration de l'insécurité alimentaire, nous avons parcouru la dernière fois en termes de danger. Il y a par exemple les conflits, il y a par exemple les catastrophes naturelles, il y a par exemple l'insécurité civile, il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter. Il y a par exemple la question des perturbations économiques. Dans le cadre par exemple de manifestation sociale, il y a la question des importations, la précarité financière des ménages, il y a la question par exemple de la pénurie de carburant. Tous ces éléments entrent en jeu dans l'analyse. Vous voyez que ce n'est pas aussi aisé que ça. D'accord, j'espère que la situation est normale actuellement dans notre pays. Je ne suis pas autorisé à le dire tant que je n'ai pas accès à la fiche de communication. Je suis comme vous, donc c'est un outil, c'est un document de l'État tchadien. Nous pourrons bien peut-être solliciter ça pour vous le mettre à disposition. Afin que comme nous l'avons dit ici sur le plateau la fois dernière, on reste toujours à l'attente. J'espère que ça ne sera tardé. La chance d'avoir les documents concernant les prévisions. Les prévisions saisonnières. Voilà. Et là, permettez que je dise un mot dessus, c'est que on dit que la saison cette année risque d'être humide. Ouais. Humide, ça veut dire que c'est un mot poli pour dire qu'on risque d'amorcer, de frôler les inondations. Voilà, donc ce sont les données techniques dont je ne peux pas m'en donner la propriété, mais ça ressort du service de la météo. Vous pouvez vous approcher d'eux, ils pourront peut-être donner plus d'éléments techniques par rapport à cela. D'accord, merci. Je vous en prie. Nous espérons que prochainement, si vous avez également l'accès sur ce document-là, vous allez toujours le partager avec nous et nos amis téléspectateurs, internautes et aussi auditeurs de IFM. Merci beaucoup d'être passé toujours et que quand vous arrivez, il y a quelque chose qui s'est dit, il y a quelque chose il y a un esprit qui s'ouvre. Alors aujourd'hui, nous avons parlé des classifications de l'échelle de l'affaire. Merci beaucoup, Monsieur Miandé, et nous espérons nous retrouver très bientôt pour d'autres étapes encore. Je suis disposé. Merci, Monsieur le Président, et très bonne journée. La meilleure à vous deux. Merci beaucoup. On va l'accompagner avec une capsule. Oui, une capsule. D'accord. On parle de l'interdiction de la circulation des gros porteurs, par exemple les bennes. Mais on ne sait jamais, parce que les gros porteurs, ça fait de l'économie au pays. On voit, par exemple, les gros porteurs qui nous transportent, qui nous importent des biens à consommer ici. Si on interdit, par exemple, la circulation, peut-être il y aura pénurie des produits exportés et ça fera quand même une crise d'alimentation au pays. Parce que la circulation, même pendant la journée, est plus dense que la circulation de la nuit. Donc,
si on interdit la circulation des gros porteurs pendant la journée, j'espère que c'est normal. Les gros véhicules circulent pendant la journée, là, c'est pas bien. Comme ça crée de l'embouteillage et ceux qui partent au travail de l'État, même parfois, ils arrivent avec un retard. Normalement, les gros véhicules, les bennes, les quoi doivent circuler pendant la nuit lorsque les travaux et les quoi sont déjà finis. Mais on voit les bennes, les gros véhicules circulent pendant la journée, comme ça crée de l'embouteillage. Même les étudiants, même quand on part à la faculté, on trouve qu'il y a beaucoup de l'embouteillage, ça nous empêche d'arriver vite à la faculté. Donc comme ça, moi je vois ce n'est pas bien. Moi je supporte l'avis de monsieur le maire. Vu ce que les gros porteurs qui sont en train de causer comme dégâts, souvent ils arrachent la vie de nos parents, de nos proches, et cela nous fait très mal. Si seulement ils pouvaient accepter et puis faire comme la décision que monsieur le maire avait prise, je pense que cela pourra un peu régulariser la condition de circulation d'ici de chez nous. Puisque vu l'état de nos routes, on n'a pas assez de routes. Et c'est les seules routes que les gros porteurs pratiquent. Et à cet effet, moi, je suggère qu'ils peuvent respecter la décision de monsieur le maire et puis circuler comme tel. Oui, la décision de la maire de la ville concernant les gros porteurs qui circulent en pleine journée, moi, je trouve ça normal. Parce que ceux-là, quand ils circulent en pleine journée, il y a des accidents qui arrivent, ils n'ont pas de frein, tout ça. Et si les gens de gros porteurs insistent à circuler en pleine journée, je pense que le maire de la ville doit sanctionner les gens de gros porteurs ou soit amender ceux-là qui persistent à circuler en pleine journée. Comme ça, je pense qu'ils auront peur et puis ils vont respecter la décision qui a été prise, quoi. Et vous, amis téléspectateurs, quel est votre avis donc sur cette décision d'interdire la circulation des gros porteurs dans la ville de N'Djamena? Laricia, toi qui es dans la République, souvent tu as des soucis parce qu'il y a beaucoup de gros porteurs stationnés partout. Ça fait très mal, ça fait très très mal. Et il y a encore une nouvelle, je crois que c'était le samedi dernier, il y a une benne qui a écrasé un jeune homme à vélo et ça a fait vraiment pas bon à voir. Donc si le suivi de cette décision peut se faire, ça va être une très bonne chose parce que là, on a l'impression comme si la police et puis la mairie est en train de laisser un peu, je peux dire ça comment, il est en train de se rétracter un peu sur la décision alors qu'il revienne pour faire un bon suivi parce que beaucoup de vies en dépendent. Et cet élément nous permet de recevoir sur le plateau la maman qui est là pour des conseils comme tous les mercredis. Vérité de mère après le jingle. Une mère doit aimer son enfant plus que tout, mais pas seulement. Cette femme qui a reçu éducation familiale, qui a reçu aussi éducation intellectuelle. La sexualité dans le couple et la sexualité des jeunes. Et quelquefois, c'est aussi la faute des hommes qui poussent les filles ou bien leurs femmes. Et oui, de retour sur le plateau. Après le jingle, nous recevons sur le plateau la mère, la conseillère, la maman de la maison. Madame Ruto, bonjour et bienvenue sur Imata. Bonjour Laricia, bonjour Irène, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, ça va, ça va. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Un foulard très bien attaché. Merci. Sauf qu'il fait chaud, hein? Il fait chaud. Il fait très chaud. Mais là, tu n'échappes pas, hein? Ah, il fait très chaud. Il fait chaud. C'est le sujet du jour aussi. Il fait très chaud. Tu attaches le foulard, tu as envie
d'arriver vite à destination, d'enlever la perruque, n'en parlons pas. J'ai détaché mes tresses parce que je ne supportais plus. Donc, foulard, au moins, c'est juste ça. Et c'est plutôt léger. Donc, il fait chaud. Ça, ce n'est même plus, c'est pas un buzz, mais il fait chaud. Tout le monde sait qu'il fait chaud. Et nous allons prendre des astuces sur comment se rafraîchir. Maintenant, nous commençons par la maison, rafraîchir la maison. Parce que c'est là où il y a le grand souci. Comment rafraîchir la maison? On ne s'en occupe pas parce que nous dormons tous dehors. Tout le monde préfère, hein? En tout cas la majorité, je ne dirais pas tout le monde, une grande majorité préfère dormir dehors et la maison, on s'en occupe pas. Et il s'est fait que nous gardons aussi des choses dans la maison. Il y a des crèmes qui sont diluées, il y a les alcools qui n'ont plus leur bonne nature. Il y a beaucoup de choses. Vous ouvrez le petit mentholatum, mais bon, si vous ne faites pas attention, ça coule parce qu'il fait tellement chaud. Les gels, justement, les gels pour laver les mains, c'est devenu de l'eau. L'esparadrap ne tient plus. Le papier collant, n'en parlons pas. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font qu'on a besoin aussi de rafraîchir la maison. Et la première chose à faire, qui est déjà l'erreur que tout le monde commet, c'est pendant la journée, il faut fermer les portes et les fenêtres pour emmagasiner une petite fraîcheur. La chaleur est dehors. Quand vous laissez tout ouvert, la chaleur vient entrer dans la maison et vers 17h, 18h, les murs commencent à rejeter cette chaleur-là. Donc, il est conseillé de fermer les portes et les fenêtres pendant la journée. Et en fin de journée, ouvrir maintenant pour permettre à au petit vent qui vient au coucher du soleil de pouvoir entrer et d'aérer la maison. Et si vous avez l'habitude de faire des pots, hein, prenez des plantes vertes, vous mettez à l'intérieur de la maison. Ça absorbe tout ce qui est énergie négative, ça absorbe tout ce qui est comme chaleur et ça permet à la maison de respirer. Nous avons des plantes qui sont là spécialement pour rafraîchir la maison. Donc, renseignez-vous. Hein, ces plantes-là, il y en a dans la ville. Je les connais avec les noms scientifiques, mais nous n'avons pas assez de temps pour lire tous les noms. Il y a aloe vera, par exemple. Il y a celle qu'on appelle la langue de la belle-mère. Il y a celui qu'on appelle le serpent. C'est des plantes. Il y en a dans la ville, mais c'est les noms qui nous échappent. Chez ceux qui vendent, ils connaissent. Il faut refroidir son corps. Et ça aussi, on en a parlé ici, il n'y a pas longtemps, avec la nutritionniste. Nous avons tendance à boire très frais, glacé, quand il fait chaud, alors que c'est l'effet contraire. Vous savez, les gens qui sont dans les déserts, ils ne boivent pas de l'eau fraîche, ils n'ont pas de frigo. Ils boivent du thé chaud, ils boivent l'eau à la température ambiante. Et du coup, ils ont moins chaud que nous. Parce que la température interne de chacun est entre 36 et 37. Et quand ça monte, on est malade. Donc, dans les 37, vous prenez du 2, du 3, vous mettez dedans. Ce n'est pas ce qu'il faut. Il y a un contraste. Donc, le corps réagit à la fraîcheur qu'on met dedans. Et vous allez vous rendre compte, je crois, vous savez, quand vous buvez de l'eau très glacée, vous transpirez encore plus. Et après, vous avez encore la sensation de la soif. Vous n'êtes pas hydraté. Qu'est-ce qui se passe? Dans les recherches, j'ai trouvé que il y a des capteurs dans notre corps qui disent à notre cerveau, tu es déshydraté, il faut boire. Maintenant, quand nous buvons glacé, la glace bloque ces capteurs-là. Donc, vous ne sentez pas que vous avez soif et vous ne buvez pas alors. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes déshydraté.
Et à la fin de la journée, vous êtes fatigué et vous buvez, vous continuez de boire, votre ventre est ballonné, mais le corps vous dit que vous avez soif, C'est parce que vous n'avez pas bu à la bonne température et l'élément déclencheur de la soif ne s'est pas mis en marche et ainsi, vous avez cette sensation-là de ne pas avoir bu. Je crois que ça nous arrive souvent. On a bu coca glacé, jus glacé, tel glacé, mais on ne sent pas qu'on est désaltéré. Donc, il faut boire de l'eau à la bonne température. L'eau de la jarre a une très bonne température. Elle est fraîche, elle n'est pas glacée, elle n'est pas froide. Donc, faisons attention à cela. Il faut de temps en temps se mouiller. Si vous avez la possibilité d'avoir un seau dans votre bureau ou à la maison, trempez vos pieds dans de l'eau à la température ambiante. Voilà. Trempez vos pieds parce que les pieds sont une des portes de notre corps. Donc quand vous rafraîchissez les pieds, ce qui se passe, c'est que la fraîcheur entre par les pieds et ça monte dans tout le corps et vous avez moins chaud. Il y a le creux. Là, vous pouvez mettre un tissu, vous gardez un moment. Et il y a le creux derrière le genou aussi. Ce sont des portes qui peuvent nous aider à nous rafraîchir le corps. Il y a le cou. Il y a une question. Oui. Est-ce que c'est conseillé de mouiller les mouchoirs et mettre sur soi quand il fait chaud? Oui. Tout dépend de la température de l'eau. C'est pour ça que nous insistons en disant température ambiante. Quand vous prenez l'eau au robinet, elle est un peu chaude. Vous mettez dans un récipient en métal, ça prend 5-10 minutes, ça a la bonne température. Vous trempez votre serviette, vous mettez au cou, vous pouvez vous couvrir, surtout les tout petits, ils ne savent pas dire qu'ils ont trop chaud. Donc la nuit, si vous avez à portée de la main, j'allais justement en venir, vous pouvez étaler cette serviette sur le matelas et le petit dort dessus. Sinon, quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous retrempez la serviette, vous l'enveloppez, il va se rendormir tout de suite parce que la sensation de fraîcheur va lui faire du bien. Il y a des grandes personnes, moi particulièrement, je mets toujours autour de mon cou et ça me permet de mieux dormir. Il y en a qui attachent sur le front, il y en a qui mettent aux épaules. En tout cas, vous connaissez la partie qui chauffe le plus, la porte nécessaire pour vous rafraîchir. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Voilà, c'est pas tout le monde qui a un climatiseur. Climatiseur, même après, il donne trop froid et le matin, vous vous réveillez, vous avez ceci, cela et voilà. Maintenant, l'autre façon de se rafraîchir, c'est la nourriture. Qu'est-ce que vous mangez pendant qu'il fait chaud? Qu'est-ce que vous mangez? Nous avons l'habitude d'aller manger la viande grillée et ce n'est vraiment pas la saison. Ce n'est pas la saison d'aller manger des mararas parce que justement les mararas ne se digèrent pas vite. Et ça entre, puisque la digestion n'est pas rapide, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite fermentation qui se fait au niveau de l'estomac et vous connaissez la suite. Vous avez l'estomac qui fait mal, vous avez ceux qui ont un transit rapide, tout de suite, 1 heure, 2 heures après, il faut aller aux toilettes, vous avez des selles assez particuliers, surtout si vous avez accompagné vos mararas avec une petite bière glacée. Ça, c'est la chose qu'il ne faut vraiment pas. Et du piment. Bière et piment plus marara. Il est midi, 13h, 14h. C'est très dangereux pour la santé. Ceux qui ont la santé fragile, des estomacs fragiles, facilement, ils peuvent se retrouver à l'hôpital. On dit que la personne est malade, elle n'est pas malade, mais la personne n'a pas mangé ce qui convenait. Il a fait un mauvais mélange. Marara, viande, bière glacée, plus piment. En plein midi. Voilà. Et on a l'habitude de commenter, je veux une bière tapée. C'est celle, bière tapée là, qui peut vous rendre malade. Les chips, c'est pas la saison de manger les chips en plein jour. Tout ce qui est boisson sucrée, les sodas, tout ce qui est gazeux,
Tout ce qui est gazeux, ce n'est vraiment pas recommandé. Il y a le café. Il faut vraiment avoir beaucoup de modération. Les repas très épicés. Un peu de gingembre, on ajoute du poivre, un peu de toutes ces choses-là. Il faut réduire la quantité parce qu'il y a des addictions. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on les coupe. Donc, il faut vraiment réduire la quantité que vous mettez dans vos sauces et manger vos sauces à une bonne température. Ne les mangez pas très chaud parce que déjà, il fait très chaud. Donc, 12-14 degrés de l'eau, c'est bon. C'est bon. Quelqu'un va me dire, mais comment on va savoir? On peut palper. Quand vous tenez votre bouteille et qu'elle est chaude, ça veut dire que c'est bon. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que notre bouche est chaude. Donc, quand vous prenez une boisson glacée, vous mettez dans la bouche et qu'elle est vraiment glacée, ça veut dire que vous avez dépassé la limite. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. La bouche est chaude. Maintenant, si on a la sensation de la glace dans la bouche, ça veut dire que ce qu'on a consommé est au-delà de la température. Normalement, la bouche doit chauffer, Ce qu'on a dans la bouche. atténuer le froid qu'on met dans la bouche. Mais si on sent la glace, ça veut dire que la température est vraiment au-delà. Donc, c'est un bon exercice qu'il faut apprendre à faire, non seulement pour la chaleur, mais également pour le reste du temps. Parce que boire de l'eau glacée, des jus et bières trop glacées, ce n'est pas bon pour la santé. D'accord. Et voilà, Larissia, on a bénéficié de beaucoup de conseils. Désormais, vous allez savoir comment vous prendre avec cette chaleur. Ne pas manger trop épicé. Des petites astuces ont été données pour ne serait-ce que supporter un peu cette chaleur. Ouais. Autant que soit peu. On espère que nous allons sortir dans ça bientôt. Oui. On espère. Et puis, on va entrer dans l'humidité. Ouais. Voilà. Et là, il faut encore d'autres astuces pour pouvoir Exactement. garder la chambre chaude. OK. Nous comptons sur vous, en tout cas. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. C'était votre chronique Vérité et de mère. Nous allons raccompagner la mère avec une capsule. Je suis née dans une famille de 9 enfants, dont je suis la 6e enfant de la famille. À l'âge de 2 ans, j'étais atteinte par la poliomyélite. J'étais assise jusqu'à l'âge de 6 ans. D'abord, je me suis remise à marcher par la grâce de Dieu. Et en même temps, on m'a envoyée à l'école. J'ai fréquenté, arrivé au niveau de la classe de 6e. Voilà, ma maman est décédée. Et 4 ans après, c'est mon papa qui est décédé. Et quelque temps encore, je suis tombée encore en grossesse. Et quand j'ai eu l'enfant, quand mon enfant a l'âge de 6 ans, voilà son papa qui est décédé encore. Je me suis retrouvée toute seule, orpheline, jeune, personne handicapée et puis encore avec un enfant en charge. C'était difficile, mais je n'ai pas baissé les bras. C'est là où j'ai vu que comme j'ai encore le souffle de vie, au lieu de rester par terre et pleurer, là, il faut réfléchir et puis faire quelque chose. Donc c'est là où l'idée de faire les petits commerces m'est arrivée. Donc j'ai commencé avec les arachides un peu et après j'ai quitté ça pour venir à N'Djamena. Et arrivé à N'Djamena ici, je me suis adhérée dans l'association des personnes handicapées. Et là, comme c'est des gens qui sont semblables aussi, ça m'a rehaussé un peu le moral. Donc je suis repartie encore à l'école pour reprendre mes études en classe de seconde.
J'ai fait comme ça pour avoir mon baccalauréat et avoir une BTS aussi. Mais c'est difficile d'avoir le travail. Une fois, je me suis rappelé, j'ai déposé un papier, cherché le partenariat au niveau de l'ONAPE. Ils ont vu mon papier, ils ont réorienté chez une dame, une directrice, elle doit me recevoir. Elle-même, elle m'a appelé. J'étais dans son bureau et elle est à l'étage. Je voudrais monter. Ses collègues m'ont dit que non, leur escalier là, c'est un peu compliqué, même avec les personnes bien portantes, donc ça va être un peu difficile pour moi. Donc il faudrait que je reste dans la salle de réunion et puis ils vont faire descendre la directrice, mais elle a refusé de descendre. Voilà, désolé, hein, on est obligé, Laricia, de couper cet élément parce que notre leader est déjà sur le plateau et il nous reste juste 14 minutes pour finir cette émission. Peut-être on va y revenir sur cette capsule très prochainement. Notre leader est là, on le retrouve après le jingle. Cher leader, bonjour et bienvenue. Bonjour Irène, bonjour Laricia. Bonjour et bienvenue. Bonjour aussi à nos téléspectateurs, merci beaucoup. D'accord, bon retour sur le plateau. Oui, je suis content de retrouver ce plateau. Oui. Surtout que je vous ai suivi la semaine passée, mais aussi en début de semaine. Oui. Voilà, et j'ai eu ce bonheur, ce plaisir de suivre à partir de la Centrafrique. Ah oui. Et vraiment de voir aussi qu'il y a une communauté des téléspectateurs d'Electron TV en Centrafrique qui suivent aussi Electron TV. Ça nous fait chaud au cœur. Ouais. Nous les saluons encore une fois de plus ce matin et cela nous encourage. Tout à fait. Voilà. Avec vous, nous allons parler du sens du leadership du leader. Il faut le dire également, après le passage de Melom qui nous a parlé de la différence entre un leader et manager, et Emmanuel également qui nous a parlé du courage d'un leader. Aujourd'hui, le coach lui-même revient sur le plateau avec le sens du leadership. Depuis que nous parlons de leadership. En fait, non, je voudrais corriger parce que je crois que vous avez trop pris de café aujourd'hui. Ah oui? Je parlais du sens de responsabilité du leader. Parce que, oui, si vous voulez que ce soit le sens du leadership du leader, en tout cas, c'est une... Si on veut être leader, on doit avoir aussi le sens du leadership. On doit avoir l'esprit du leadership, d'accord? Mais aujourd'hui, je voudrais parler du sens de responsabilité du leader. Voilà. En général, vous voyez, on parle souvent, on parle très souvent, n'est-ce pas, du sens de leadership. Mais le sens du leadership est précédé par quelque chose, une terminologie assez importante que j'appelle le sens de responsabilité. Un leader doit incarner la responsabilité. Et en général, on dit l'obligation, c'est le sens de la responsabilité. C'est parce qu'on se sent responsable qu'on est obligé d'assumer un certain nombre de responsabilités ou d'assumer un certain nombre de choix. Donc, le sens de responsabilité du leader se caractérise par 5 grands points importants. Le premier élément du sens de responsabilité, c'est être capable de rendre compte de ses choix. Pourquoi on a pris cette décision? Pourquoi on a pris cette option? Même si on nous l'a fait comme proposition, même si on nous a formulé, n'est-ce pas, une idée là-dessus, quand on a décidé, on doit être capable d'assumer et de dire on a choisi, pourquoi on a décidé. Et souvent, quand on n'a pas le sens de responsabilité et qu'on nous pose la question pourquoi vous avez choisi de faire cela, on a tendance à s'énerver, on a tendance à menacer, on a tendance à être un peu sur une posture de la défensive. Mais non,
un leader qui a le sens de la responsabilité doit être capable de pouvoir expliquer et rendre compte de ses choix. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'un leader qui a le sens de la responsabilité doit aussi assurer le bien-être de l'équipe. Et le bien-être de l'équipe, c'est comment on crée un environnement favorable à un travail d'équipe. Comment on crée un environnement favorable au respect mutuel. Comment on crée un environnement favorable à l'intégrité. Quand je parle de l'intégrité, ça veut dire que je suis ce que je suis et que ce que je dis au sujet d'Irène, au sujet de Larissa, à son absence, je peux le dire en sa présence. C'est ça l'intégrité. Et dans un milieu de travail, souvent, si on n'a pas cette intégrité, on dit une chose derrière la personne, on dit autre chose en présence de la personne. Donc, on doit être capable de créer, n'est-ce pas, un environnement de travail et ce qu'on appelle le bien-être de ses collaborateurs. Et ça, c'est très important parce que souvent, si vous n'avez pas conscience de cela, vous pouvez même représenter une menace, vous pouvez même représenter une peur, vous pouvez même représenter la terreur, parce que quand on vous voit, on a simplement l'impression que vous êtes celui qui va cogner sur la tête, mais vous n'êtes pas celui qui va porter pour qu'on puisse surpasser ses faiblesses. Donc, dans le sens de responsabilité, c'est comment on aide ceux avec qui on travaille à pouvoir donc se sentir dans un climat de confiance, de respect, de défi pour avancer. Le troisième élément du sens de responsabilité, c'est qu'on doit aussi représenter un modèle pour ceux qui sont autour de nous. C'est-à-dire que, voilà, ils ont une considération pour vous, ils ont un respect pour vous parce que vous êtes une valeur, une image. Vous êtes donc un peu, je dirais, cette statue-là pour eux. Et c'est très important. Donc, le leader doit aussi, dans le cadre du sens de la responsabilité, être capable de pouvoir être imité ou observé sous le profil d'un modèle. Ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas modèle, parce que si vous n'avez pas le sens de responsabilité, de toutes les façons, on dira, moi, je ne veux même pas ressembler à celui-là. Je préfère, voilà. En tout cas, on travaille ensemble, mais je ne sais même pas pourquoi je dois m'approcher de lui. Donc, vous voyez, ça veut dire que vous n'avez pas le sens de responsabilité et vous ne pouvez pas représenter un modèle pour ceux qui sont autour de vous. Le sens de responsabilité doit aussi vous amener à prendre des décisions éclairées. Les décisions éclairées sont des décisions mûrement réfléchies. Un leader qui a le sens de responsabilité ne prend pas des décisions non éclairées. Il ne prend pas des décisions à l'emporte-pièce. Il ne prend pas des décisions à coup de tête. Mais il mûrit ses décisions parce qu'en prenant une décision aujourd'hui, je me suis déjà projeté ce qui va se passer après cette décision. Il ne faut pas que ce qui va se passer après la décision vous surprenne. Il faut que vous soyez capable déjà d'anticiper. Parce qu'en affichant une décision aujourd'hui, sachez que pendant que les gens lisent, ils réfléchissent à comment ils vont contourner la décision. Donc, avant de prendre la décision, je réfléchis déjà à ce qui va se passer après la prise de cette décision. Et ça, c'est la quatrième dimension du sens de responsabilité. Et enfin, le dernier, c'est qu'on doit être capable d'assumer ses résultats. Au premier, on a dit qu'il faut assumer et rendre compte de ses choix. Mais au dernier, on doit assumer, n'est-ce pas, ses résultats. Il ne faut pas fuir les résultats, il ne faut pas vouloir absolument les rejeter et puis les imputer à quelqu'un. Donc aujourd'hui, nous voulons simplement dire à tous ceux qui nous suivent qu'un leader doit incarner le sens de responsabilité. Et le sens de responsabilité vous amène à rendre compte de vos choix, à favoriser le bien-être, à assumer vos choix, à assumer vos résultats, mais aussi, une fois de plus, à être ce modèle dont on a besoin. Voilà un peu brièvement, et je crois que demain, on pourra encore approfondir sur ce point. Merci pour cette dose de motivamine. On va poursuivre encore demain, Larissa. Dans votre émission matin, nous allons dire merci à notre leader d'être Merci. Merci à tous ceux qui nous ont laissé des messages. Merci à toi aussi, Larissa. Merci aussi à toi. Et à nous revoir demain, Inch'Allah, c'est prêt à Dieu. À demain. Merci.